Le certificat de mariage existe toujours dans les archives de l'État de Louisiane, jauni et fragile, portant les noms de Jeremiah Aldrich et de Céleste, inscrites simplement comme propriété sous sa signature. Ce qui rend ce document si troublant, ce n'est pas seulement la nature grotesque de l'union entre un propriétaire de plantation et sa cuisinière réduite en esclavage, mais aussi les 13 morts mystérieuses qui ont suivi dans les mois qui ont suivi leur cérémonie de mariage en mars 1854. Les journaux locaux de l'époque, soigneusement conservés dans des collections privées, évoquent une conspiration si élaborée et si cruelle que les autorités ont enterré l'enquête afin de protéger certaines des familles les plus en vue de Louisiane. La vérité derrière ce mariage forcé révèle un réseau de trahison, de vengeance et de torture systématique qui choqua même le Sud antebellum, pourtant endurci par la violence. Avant de poursuivre l'histoire de Jeremiah Aldrich et du destin infernal qui l'attendait à la plantation Willowbrook, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Laissez-moi maintenant vous ramener à une époque où l'honneur signifiait tout et où une confiance brisée pouvait détruire un homme d'une manière bien pire que la mort. Les événements qui conduisirent à ce mariage impie commencèrent 15 ans plus tôt, dans les eaux troubles du delta du Mississippi, où des fortunes se bâtissaient sur la chair humaine et où l'argent du sang coulait aussi librement que le fleuve boueux lui-même. Jeremiah Aldrich n'était pas né dans l'aristocratie des plantations qui définissait la société louisianaise des années 1840. Fils d'un fermier de tabac ruiné du Kentucky, il arriva à la Nouvelle-Orléans en 1839 avec pour seul bagage une ambition brûlante et une volonté de s'engager dans des affaires que les messieurs plus établis n'auraient jamais touchées, même avec leurs gants les plus fins. La traite des esclaves, bien que légale, portait une stigmatisation sociale parmi les vieilles familles créoles, qui préféraient maintenir la fiction selon laquelle leur richesse provenait uniquement du sucre et du coton, et non de l'achat et de la vente systématique d'êtres humains. C'est durant l'été étouffant de 1840 qu'Aldrich forma son partenariat avec Marcus Deveau et Samuel Rochelle, deux hommes dont le désespoir égalait sa propre ambition impitoyable. Deveau, le plus jeune fils d'un baron du sucre déclinant, avait besoin d'argent pour sauver la plantation familiale en ruine des créanciers. Rochelle, ancien capitaine de navire qui avait tout perdu à cause de la fièvre jaune et de mauvais investissements, possédait une connaissance inestimable des routes illégales de traite venant de Cuba et des îles des Caraïbes. Ensemble, ils fondèrent ce qu'ils appelèrent la Delta Trading Company. Opérant depuis un entrepôt à la périphérie de la Nouvelle-Orléans, là où l'emprise de la loi s'amenuisait et où personne ne posait de questions sur l'origine de la marchandise, l'entreprise se révéla plus rentable que tout ce qu'ils avaient osé imaginer. Tandis que les négociants légitimes traitaient des biens humains documentés avec titre de propriété et certificat de santé, les opérations d'Aldrich se spécialisaient dans ce qu'ils appelaient pudiquement des services de récupération. Ils achetaient des personnes réduites en esclavage ayant fui des plantations en faillite, rachetaient des noirs libres kidnappés par des chasseurs de primes corrompus et, plus lucratif encore, faisaient passer en contrebande de nouveaux captifs provenant de navires illégaux qui continuaient de traverser l'Atlantique malgré l'interdiction officielle de la traite internationale. Les marges bénéficiaires étaient extraordinaires, car leurs coûts d'exploitation étaient minimes. Ils ne se souciaient ni de la santé, ni du logement, ni de l'humanité élémentaire de leurs marchandises. Pendant 3 ans, le partenariat prospéra dans l'ombre de la société néo-orléanaise. Ils réinvestirent leurs profits dans des entreprises légitimes, achetant la respectabilité en même temps que des biens immobiliers. Deveau sauva la plantation de sa famille et l'agrandit pour en faire l'une des exploitations sucrières les plus productives de la paroisse de Saint-Charles. Rochelle acheta une flotte de bateaux fluviaux et devint un magnate respecté du transport maritime. Aldrich, quant à lui, acquit la plantation Willowbrook, une exploitation cotonnière modeste mais rentable située à une 60aine de kilomètres en amont de la Nouvelle-Orléans, avec un grand manoir colonial qui annonçait son entrée dans l'élite des planteurs de Louisiane. Mais le succès engendra la négligence, et la négligence attira l'attention de personnes influentes. Au printemps 1843, ils apprirent que des marshals fédéraux enquêtaient sur des opérations de traite illégales le long de la côte du Golfe. Quelqu'un posait des questions sur leurs activités, examinait les registres d'expédition et, pire encore, interrogeait d'anciens captifs qui avaient réussi à s'échapper
ou à obtenir leur liberté par d'autres moyens. Les trois partenaires se réunirent en urgence dans le nouveau bureau d'Aldrich à Willowbrook, entourés de livres reliés en cuir qu'ils ne savaient pas lire, et de portraits à l'huile d'ancêtres qui n'étaient pas les siens. La tension était suffocante, tandis que chacun réalisait que leur empire bâti sur la souffrance humaine était sur le point de s'effondrer. Devo, toujours le plus nerveux, suggéra de dissoudre immédiatement le partenariat et de détruire tous les documents. Rochelle, avec le pragmatisme d'un marin, plaida pour une approche plus mesurée, déplacer leurs actifs à l'étranger et attendre que l'enquête s'essouffle. Mais Aldrich avait une autre solution, révélant les profondeurs de sa faillite morale. Il avait déjà décidé d'éliminer ses partenaires et de s'emparer de leurs biens. Il lui fallait un plan qui détournerait les soupçons de lui-même, tout en réduisant au silence les deux hommes qui en savaient assez pour le détruire. La solution s'imposa à lui avec la froide clarté du mal absolu. Il tuerait les deux hommes et arrangerait la scène pour donner l'impression qu'ils s'étaient entretués lors d'un différend financier. Avec Devo et Rochelle morts, il serait le seul survivant d'un tragique différend commercial, libre de faire disparaître les preuves de leurs activités illégales, tout en conservant pour lui seul toute la richesse accumulée. Le meurtre eut lieu par une soirée lourde et humide, de juin 1843, dans l'entrepôt qui avait servi de base à leurs opérations pendant 3 ans. Aldrich avait organisé la réunion sous le prétexte de planifier leur sortie du commerce d'esclaves. Il avait soigneusement choisi l'endroit. Le quartier des entrepôts était en grande partie désert, après le coucher du soleil, et le bâtiment lui-même devait être démoli le mois suivant, dans le cadre de l'expansion des installations portuaires commerciales de la ville. Aldrich arriva en avance, dissimulant un pistolet chargé dans son manteau et un couteau à dépecer au tranchant rasoir dans sa botte. Son plan était d'une brutalité simple. Tirer d'abord sur Devo, puis simuler une rixe au couteau avec Rochelle, qui se terminerait par la mort des deux hommes, lui permettant d'invoquer la légitime défense. Il avait même préparé de faux témoins. 3 hommes recrutés sur les docks jureraient avoir vu Devo et Rochelle se disputer violemment plus tôt dans la journée au sujet d'argent manquant sur leur compte. Lorsque ses partenaires arrivèrent, ils trouvèrent Aldrich déjà assis à leur table habituelle, une bouteille de whisky coûteux et 3 verres disposés entre des piles de grands livres comptables et de documents d'expédition. La conversation débuta normalement, Devo passant en revue les menaces juridiques auxquelles ils faisaient face, et Rochelle exposant un plan visant à transférer leurs actifs vers des banques de la Havane, hors de portée du droit américain. Mais au fil de la soirée, et à mesure que le whisky coulait, Aldrich orienta la discussion vers leurs richesses accumulées, et plus précisément vers l'emplacement des réserves de liquidités qu'ils avaient dissimulées dans diverses banques et planques autour de la Nouvelle-Orléans. Ce fut Rochelle qui sentit le premier que quelque chose n'allait pas. Les instincts du vieux marin, aiguisés par des années de voyages périlleux et de ports violents, captèrent des changements subtils dans le comportement d'Aldrich. La façon dont ses yeux ne croisaient jamais vraiment les leurs, la manière dont sa main dérivait sans cesse vers la poche de son manteau, la tension dans sa voix lorsqu'il posait des questions sur leur numéro de compte individuel et leur dispositif de sécurité. Lorsque Rochelle suggéra de reporter la réunion au lendemain et de la reprendre en présence de leurs avocats, Aldrich comprit que sa fenêtre d'opportunité se refermait. La violence éclata avec une soudaineté choquante. Aldrich dégaina son pistolet et tira directement dans la poitrine de Devo avant que le jeune homme ne puisse réagir. Le coup de feu résonna dans l'entrepôt vide comme un coup de tonnerre, et Devo bascula en arrière sur sa chaise, le sang s'étalant sur sa chemise blanche, tandis que ses yeux s'ouvraient, emplis de choc et de trahison. Mais Rochelle, bien que prise au dépourvu, se montra plus résistant qu'Aldrich ne l'avait anticipé. L'ancien capitaine renversa la lourde table entre eux et se jeta en avant avec une bouteille de whisky brisée, lacérant le visage d'Aldrich et lui ouvrant une profonde entaille sur la joue gauche qui lui laisserait une cicatrice permanente. Ce qui suivit fut une lutte désespérée qui dura près de 10 minutes, bien plus longtemps qu'Aldrich ne l'avait prévu. Rochelle combattit avec la fureur d'un homme qui comprenait parfaitement ce qui se passait et refusait de mourir en silence. Ils traversèrent des caisses de documents, dispersèrent des registres sur le sol et laissèrent des traînées de sang sur chaque surface en se battant pour le contrôle du couteau qu'Aldrich avait tiré de sa botte. Finalement, ce fut l'âge de Rochelle qui le trahit. À 53 ans, il ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec la force et l'endurance de l'homme plus jeune. Aldrich parvint à enfoncer la lame profondément dans le ventre de Rochelle.
la tordant vers le haut en direction de son cœur, tandis que le vieux marin s'agrippait désespérément à sa gorge. Mais même en mourant, Rochelle réussit à murmurer des mots qui entraient Aldrich jusqu'à la fin de sa vie. « Mon fils, c'est tout. Il viendra te chercher. Quand il sera assez âgé, il te fera payer. » À l'époque, Aldrich balaya ces paroles comme les divagations d'un homme à l'agonie. Il ignorait que le jeune frère de Marcus Deveau, Philippe, documentait secrètement leurs activités illégales, ou que le fils de Samuel Rochelle, Henri, âgé de 17 ans, possédait une connaissance détaillée de chaque transaction, de chaque contact et de chaque crime commis par la Delta Trading Company au cours de ses 3 années d'existence. Aldrich passa les 4 heures suivantes à arranger méthodiquement la scène de crime afin de soutenir l'histoire qu'il avait prévue. Il plaça le corps de Deveau de manière à suggérer qu'il avait été abattu alors qu'il tentait de saisir une arme, puis positionna Rochelle à proximité, un couteau ensanglanté dans la main et des blessures défensives laissant penser à une lutte entre les 2 victimes. Il dispersa de l'argent dans la pièce pour suggérer un différend financier, endommagea le coffre du bureau pour simuler un cambriolage qui aurait mal tourné et s'infligea même des blessures supplémentaires aux mains et aux bras afin d'étayer son récit d'innocent pris au piège d'une confrontation violente. Les faux témoins jouèrent leur rôle à la perfection, déclarant à la police avoir vu Deveau et Rochelle se disputer plus tôt dans la soirée à propos de fonds manquants du partenariat. Un docker corrompu affirma avoir entendu des cris provenant de l'entrepôt au moment des meurtres, suivis de coups de feu et des bruits d'une violente lutte. Le plus crucial encore, Aldrich avait préparé une explication convaincante de sa présence sur les lieux. Il prétendit être arrivé pour tenter de calmer le différend entre ses partenaires avant de tomber sur une confrontation mortelle qui l'avait forcé à se battre pour sa propre vie. La police de la Nouvelle-Orléans, débordée par des crimes jugés plus urgents et désireuse de clore rapidement une affaire impliquant 3 hommes d'affaires relativement respectables, accepta la version d'Aldrich avec un minimum d'investigation. Le rapport officiel conclut que Deveau et Rochelle s'étaient entretués lors d'un différend commercial, Aldrich ayant échappé de justesse au même sort. 1 semaine plus tard, comme prévu, l'entrepôt fut démoli, détruisant toute preuve matérielle restante des activités illégales du partenariat. Avec ses associés morts et leurs avoirs soudainement disponibles, Aldrich agit rapidement pour consolider sa nouvelle fortune. Il se présenta comme l'associé survivant d'une compagnie maritime légitime, produisant des documents soigneusement falsifiés montrant que Deveau et Rochelle avaient accepté de lui transférer leur part en cas de décès. Les banques, auparavant méfiantes face à 3 hommes peu connus effectuant d'importantes transactions en liquide, acceptèrent volontiers la parole d'un seul propriétaire de plantation disposant d'un historique documenté de production cotonnière prospère. Au cours des mois suivants, Aldrich vida méthodiquement chaque compte, coffre-fort et cache d'argent ayant appartenu à ses partenaires assassinés. Il estima la valeur totale à près de 40 000 $, une fortune qui équivaudrait aujourd'hui à plus d'1 million. Plus important encore, il avait éliminé les 2 seules personnes capables de le relier aux opérations illégales de la Delta Trading Company, ce qui lui permettait de se réinventer comme un membre respectable de la société louisianaise. Mais Aldrich avait commis une erreur fatale. Obsédé par les menaces immédiates et les opportunités financières, il avait totalement ignoré les familles des hommes qu'il avait assassinés. En particulier, il n'avait pas envisagé que Marcus Deveau et Samuel Rochelle avaient tous 2 de jeunes proches qui apprendraient bientôt la vérité sur leur mort et consacreraient la décennie suivante à planifier une vengeance si élaborée et si dévastatrice que la mort paraîtrait une miséricorde comparée à ce qu'il lui réservait. Philippe Deveau avait 22 ans lorsque son frère Marcus fut assassiné. Contrairement aux hommes Deveau plus âgés, qui avaient toujours privilégié la gratification immédiate au détriment de la planification à long terme, Philippe possédait une intelligence calculatrice qui le rendait bien plus dangereux qu'Aldrich ne l'aurait jamais imaginé. En tant que confident le plus proche de Marcus et gestionnaire officieux de ses affaires, Philippe avait conservé des archives détaillées de chaque transaction de la Delta Trading Company, notamment des registres codés documentant leurs achats illégaux d'esclaves, des manifestes d'expédition provenant de routes caribéennes interdites, et, plus accablant encore, une correspondance avec des responsables corrompus ayant facilité leurs opérations. Plus important encore, Philippe n'avait jamais fait confiance à Jeremiah Aldrich. Quelque chose dans l'empressement du nouveau venu du Kentucky à s'engager dans les aspects les plus brutaux de leur activité lui avait paru excessif, même selon les standards d'hommes trafiquants de la chair humaine.
Il avait commencé à enquêter sur le passé d'Aldrich plusieurs mois avant les meurtres, découvrant des incohérences dans son histoire personnelle et des irrégularités financières, suggérant des motivations bien plus complexes qu'une simple avidité. Lorsque la nouvelle de la mort de Marcus parvint à Philippe à la plantation familiale en difficulté, sa première réaction ne fut pas le chagrin, mais une fureur froide et calculatrice. Le récit officiel n'avait aucun sens pour quiconque connaissait réellement les trois partenaires. Marcus, bien que désespéré financièrement, était fondamentalement prudent et n'aurait jamais affronté Samuel Rochelle de manière violente. Rochelle, malgré son passé de marin rude, était un homme d'affaires méthodique, qui réglait les différends par la négociation, non par des combats au couteau. Mais plus révélateur encore, le témoignage d'Aldrich contenait des détails que Philippe savait faux, notamment des références à de l'argent et à des comptes qui avaient déjà été déplacés vers d'autres lieux plusieurs semaines auparavant. Quelques jours après les funérailles, Philippe lança sa propre enquête sur les meurtres de l'entrepôt. Grâce au contact du réseau professionnel de son frère, il interrogea des dockers, examina des registres d'expédition et alla jusqu'à soudoyer des policiers pour consulter les preuves officielles. Ce qu'il découvrit confirma ses pires soupçons. La scène de crime avait été soigneusement mise en scène. Les témoins avaient été payés pour mentir, et plusieurs éléments cruciaux avaient été délibérément ignorés ou détruits. Plus important encore, il apprit qu'Aldrich avait commencé à accéder aux avoirs financiers de ses partenaires assassinés quelques heures seulement après leur mort, suggérant un niveau de préparation incompatible avec son affirmation d'avoir été un simple témoin innocent. Pendant ce temps, Henri Rochelle menait sa propre enquête selon une approche très différente. À 24 ans, le fils de Samuel possédait les relations maritimes de son père, mais les combinait à une formation formelle en droit et en commerce qui le rendait particulièrement apte à suivre la piste financière des meurtres. Henri avait passé plusieurs années à travailler dans des banques et des compagnies maritimes de la Nouvelle-Orléans, tissant des relations avec des employés, des directeurs et des fonctionnaires capables de fournir des informations que l'approche plus directe de Philippe ne permettait pas d'obtenir. Son enquête révéla l'ampleur réelle du vol commis par Aldrich. En examinant minutieusement les relevés bancaires, les manifestes d'expédition et les transferts de propriété, Henri documenta comment le meurtrier avait méthodiquement pillé chaque actif appartenant au partenariat de la Delta Trading Company. Il calcula qu'Aldrich avait volé plus de 60 000 $ en liquidités, biens et investissements commerciaux, une richesse représentant des années d'opérations illégales, mais extrêmement lucratives, bâtie sur la souffrance de centaines d'êtres humains réduits en esclavage. Mais ce qui rendait Henri véritablement dangereux, c'était sa compréhension du fonctionnement réel des systèmes financiers et juridiques de la Louisiane. Contrairement à Philippe, qui cherchait à prouver la culpabilité d'Aldrich par des preuves directes, Henri comprit qu'une approche plus efficace consistait à retourner l'avidité même d'Aldrich contre lui. Au lieu de rechercher une justice immédiate par un système judiciaire corrompu, Henri commença à élaborer un plan visant à détruire méthodiquement les fondations financières d'Aldrich, le laissant vulnérable au même type de trahison et de violence qu'il avait infligé aux autres. Les deux jeunes hommes se rencontrèrent pour la première fois à l'automne 1844, plus d'un an après les meurtres de leurs proches. La rencontre eut lieu dans un restaurant discret du quartier français, où Philippe avait organisé le rendez-vous afin de partager ses preuves avec Henri, dans l'espoir de coordonner leurs enquêtes respectives. Aucun des deux ne s'attendait à constater à quel point leurs compétences et ressources distinctes se complétaient parfaitement, ni à la manière dont leur désir commun de justice allait consumer entièrement la décennie suivante de leur vie. Au printemps 1845, Philippe Deveau et Henri Rochelle avaient transformé leurs quêtes individuelles de justice en quelque chose de bien plus sophistiqué et dangereux, une conspiration soigneusement coordonnée visant à détruire Jeremiah Aldrich en utilisant les mêmes méthodes que celles qu'il avait employées pour assassiner leurs proches. Trahison, manipulation financière et, en fin de compte, violence déguisée en activité commerciale légitime. Mais contrairement à la brutalité impulsive d'Aldrich, leur approche serait méthodique, patiente et absolument dévastatrice dans son exhaustivité. La première phase de leur plan consista à infiltrer les réseaux sociaux et commerciaux d'Aldrich. Philippe, utilisant les connexions restantes de sa famille dans la société louisianaise, commença à fréquenter les mêmes clubs de gentlemen, rassemblements politiques et événements mondains, où Aldrich s'efforçait de s'imposer comme un planteur respectable. Son objectif n'était pas de confronter directement l'assassin de son frère,
mais d'observer ses habitudes, ses faiblesses et surtout ses vulnérabilités financières. Philippe était doté du charme et des talents sociaux de son frère défunt et en quelques mois, il s'était positionné comme l'une des connaissances occasionnelles d'Aldrich, suffisamment digne de confiance pour partager un verre, mais pas assez important pour être perçu comme une menace. Pendant ce temps, Henri exploitait ses relations bancaires pour retracer chaque aspect de l'empire financier d'Aldrich. Il découvrit que la richesse apparente du propriétaire de plantation reposait sur des fondations fragiles, des investissements risqués, des prêts fortement endettés et des entreprises générant des profits impressionnants à court terme, mais créant d'importantes dettes à long terme. Plus crucial encore, Henri apprit qu'Aldrich avait développé un grave problème de jeu, perdant régulièrement des milliers de dollars lors de parties de poker à enjeux élevés et de paris sur les courses de chevaux. Ces pertes étaient financées par des emprunts de plus en plus désespérés, garantis par les récoltes futures de sa plantation. Cette dépendance au jeu leur offrait une ouverture parfaite pour leur vengeance. En 1848, Henri avait obtenu un poste à la First National Bank of New Orleans, l'institution détenant l'hypothèque principale de la plantation Willowbrook. Depuis cette position, il fut en mesure de manipuler subtilement les conditions de crédit d'Aldrich, s'assurant que les renouvellements de prêts s'accompagnaient de taux d'intérêt légèrement plus élevés, que les échéanciers de paiement étaient structurés de manière à provoquer des problèmes de trésorerie durant les saisons critiques de plantation, et que le propriétaire était progressivement poussé vers une forme de désespoir financier, rendant les hommes vulnérables à la manipulation. Simultanément, Philippe avait cultivé des relations avec plusieurs des opérateurs de jeux d'argent les plus notoires de la Nouvelle-Orléans, des hommes qui organisèrent des parties à enjeux élevés où des fortunes pouvaient être gagnées ou perdues en une seule soirée. Grâce à des pots de vin soigneusement placés et à des promesses de faveurs futures, Philippe arrangea pour qu'Aldrich soit invité à des parties de plus en plus coûteuses, où les mises étaient toujours plus élevées, et où les autres joueurs collaboraient secrètement, afin de s'assurer que le propriétaire de plantation perde bien plus qu'il ne pouvait se permettre. La beauté de leur approche résidait dans sa patience et sa subtilité. Plutôt que d'affronter Aldrich directement ou de chercher une vengeance rapide par la violence, il détruisait méthodiquement les fondations financières soutenant sa position sociale et son image de lui-même. Chaque prêt arrivant à échéance générait davantage de stress. Chaque perte au jeu approfondissait son désespoir. Chaque tentative ratée de lever rapidement des fonds par des investissements risqués le rapprochait un peu plus d'une ruine totale, qui le laisserait vulnérable à la punition finale qu'il choisirait de lui infliger. En 1851, leurs efforts commencèrent à porter leurs fruits. Les dettes d'Aldrich avaient atteint près de 30 000 $, et les seuls intérêts engloutissaient la majeure partie des bénéfices annuels de sa plantation. La situation financière d'Aldrich, autrefois source de fierté et de pouvoir, était désormais un gouffre sans fond. Les intérêts cumulés, les récoltes hypothéquées à l'avance et les pertes constantes au jeu avaient transformé Willowbrook Plantation en une façade de prospérité, dissimulant une réalité de faillite imminente. Chaque saison de plantation devenait un pari désespéré, chaque récolte une tentative vaine de repousser l'inévitable. Aldrich, ignorant l'identité de ceux qui tirèrent les ficelles, se persuadait que sa malchance n'était que temporaire. Il empruntait davantage, signait des accords de plus en plus désavantageux et se livrait à des spéculations hasardeuses dans l'espoir de retrouver sa position passée. Ce faisant, il s'enfonçait exactement là où Philippe Deveau et Henri Rochelle voulèrent l'amener. À mesure que sa réputation financière se dégradait, sa position sociale commença elle aussi à s'effriter. Les invitations se firent plus rares. Les conversations se taisaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Ceux qui autrefois cherchaient son approbation évitaient désormais son regard. Dans une société où l'apparence de respectabilité comptait autant que la richesse réelle, cette perte de statut était une humiliation profonde. Philippe, toujours présent mais jamais trop proche, observait cette chute avec une patience glaciale. Il se montrait parfois compatissant, partageant un verre avec Aldrich et feignant la sympathie face à ses difficultés. Chaque interaction renforçait la confiance d'Aldrich et approfondissait son isolement, car il croyait encore avoir trouvé un allié dans un monde qui se retournait contre lui. Henri, de son côté, continuait à resserrer l'étau financier. Il veillait à ce que toute tentative d'Aldrich pour restructurer ses dettes échoue. Les banques refusaient soudainement de négocier. Les créanciers exigeaient des paiements immédiats.
Les retards mineurs devenaient des violations de contrat entraînant des pénalités écrasantes. En 1853, Aldrich était un homme acculé. Ses dettes dépassaient désormais la valeur réelle de Willowbrook Plantation. La moindre mauvaise récolte, la plus petite fluctuation du marché du coton, suffirait à le ruiner définitivement. C'est alors que Philippe et Henry passèrent à la phase finale de leur plan. Ils orchestrèrent une série de transactions financières complexes qui donnèrent à Aldrich l'illusion d'une dernière chance de salut. Un investissement apparemment prometteur, présenté comme une opportunité exclusive réservée aux initiés, lui fut proposé. Désespéré et aveuglé par l'espoir, Aldrich engagea ce qui lui restait de crédit et de biens. L'échec fut total et immédiat. En l'espace de quelques semaines, Aldrich perdit le contrôle légal de Willowbrook Plantation. Les créanciers saisirent la propriété. Les banques exigèrent le remboursement intégral de ses dettes. L'homme qui avait bâti sa fortune sur la souffrance humaine se retrouva dépouillé de tout, exactement comme il l'avait fait subir à tant d'autres. Mais la vengeance de Philippe et d'Henry ne s'arrêtait pas à la ruine financière. Ils veillèrent à ce que la vérité sur les origines de la richesse d'Aldrich commence à circuler, murmurée dans les salons, suggérée dans les cercles d'affaires, jamais assez ouvertement pour provoquer une enquête officielle, mais suffisamment pour détruire définitivement sa réputation. Privé de sa plantation, de sa fortune et de son statut social, Aldrich se retrouva isolé, dépendant de la charité de ceux qu'il avait autrefois méprisés. C'est dans cet état de complète vulnérabilité qu'il fut contraint au mariage qui scellerait son destin. Une union imposée, conçue non comme une alliance, mais comme une humiliation publique et un instrument de contrôle. Les événements qui suivirent ce mariage furent marqués par une série de morts mystérieuses, d'accidents inexpliqués et de maladies soudaines qui frappèrent ceux qui vivaient et travaillaient à Willowbrook. Officiellement, rien ne reliait ces décès entre eux. Officieusement, les rumeurs parlèrent de représailles, de justice rendue dans l'ombre, et d'un homme récoltant enfin ce qu'il avait semé. Lorsque Jeremiah Aldrich mourut à son tour, brisé physiquement et moralement, peu de gens assistèrent à ses funérailles. Aucun monument ne fut érigé à sa mémoire. Son nom, autrefois associé à la richesse et au pouvoir, devint un murmure honteux, puis disparut presque entièrement des registres publics. Seuls subsistèrent quelques documents jaunis, des registres bancaires oubliés et un certificat de mariage fragile, conservé dans les archives de l'État de Louisiane. Témoin silencieux d'une histoire de cupidité, de trahison et d'une vengeance si méthodiquement exécutée qu'elle transforma la justice en une lente et implacable descente aux enfers. Il avait été contraint de vendre plusieurs parcelles de ses terres pour couvrir ses pertes au jeu, et des rumeurs circulaient parmi l'élite des planteurs de Louisiane, selon lesquelles la plantation Willowbrook traversait de graves difficultés financières. Plus importante encore, la personnalité d'Aldrich commençait à montrer les effets de la pression financière constante. Il était devenu irritable, soupçonneux quant aux motivations de ses voisins, et de plus en plus désespéré dans ses tentatives de trouver de nouvelles sources de revenus. Mais Philippe et Henry ne se contentèrent pas d'une simple ruine financière. Leur objectif ultime était de soumettre Aldrich au même type d'humiliation et de terreur que leurs proches assassinés avaient connu dans leurs derniers instants. Ils voulaient qu'il comprenne que sa prospérité avait été bâtie sur le sang, que sa respectabilité n'était qu'une fiction, et que la justice l'avait enfin rattrapé, malgré toute sa planification méticuleuse et son efficacité brutale. La phase finale de leur vengeance nécessitait de pousser Aldrich au-delà du simple désespoir financier, jusqu'à une situation où il serait forcé d'accepter n'importe quelle condition qu'il lui imposerait, aussi dégradante ou dangereuse soit-elle. Ils avaient besoin qu'il soit si complètement piégé que la mort lui paraisse préférable à toute autre alternative. Mais ils avaient également besoin de le maintenir en vie suffisamment longtemps pour qu'il puisse pleinement apprécier la nature sophistiquée de leur vengeance. Ce fut Henry qui conçut l'idée d'utiliser les propres esclaves d'Aldrich comme instrument de sa destruction. Tout propriétaire de plantation vivait dans la peur constante d'une révolte servile. Et cette peur pouvait être exploitée par des hommes qui comprenaient les dynamiques psychologiques de la relation maître-esclave. Mais plutôt que de provoquer un véritable soulèvement, ce qui aurait été à la fois dangereux et moralement problématique, Henry proposa une approche plus subtile. Ils utilisèrent le mariage d'Aldrich avec l'une de ses propres esclaves, comme l'humiliation ultime.
une dégradation publique qui détruirait sa position sociale tout en le laissant juridiquement impuissant à échapper aux conséquences. Le choix de Celeste comme instrument de l'humiliation finale d'Aldrich n'était pas le fruit du hasard. Philippe et Henri avaient passé des mois à étudier chaque personne vivant et travaillant à la plantation Willowbrook, à la recherche de quelqu'un dont le mariage forcé avec leur cible provoquerait le maximum de dommages sociaux, tout en leur offrant un moyen fiable de contrôler le destin final d'Aldrich. Celeste répondait parfaitement à tous leurs critères, pour des raisons bien plus profondes que son apparence physique ou son statut social. Âgée de 38 ans, Celeste était effectivement une femme corpulente, mais sa taille était la chose la moins remarquable à ses yeux. Ce qui la rendait inestimable pour leur plan, c'était son intelligence, son instinct de survie absolu et, surtout, sa haine totale envers Jeremiah Aldrich. Contrairement à de nombreuses personnes réduites en esclavage qui avaient appris à dissimuler leurs véritables sentiments derrière des masques de soumission, Celeste n'avait jamais pris la peine de cacher son mépris pour l'homme qui la possédait. Elle accomplissait ses tâches de cuisinière en chef avec efficacité et sans se plaindre, mais quiconque l'observait attentivement pouvait voir la fureur froide qui brûlait dans ses yeux chaque fois qu'Aldrich était présent. Sa haine avait des racines profondes. Celeste avait été achetée par Aldrich en 1847 à une plantation du Mississippi en faillite, où elle avait été séparée de son mari et de ses 3 enfants, vendue à différents propriétaires dans différents États. Cette séparation n'était pas économiquement nécessaire. Aldrich aurait pu se permettre d'acheter toute sa famille, mais il avait choisi de n'acheter que Celeste, car il avait besoin d'une cuisinière expérimentée et ne voyait aucun profit à acquérir ce qu'il appelait avec dédain des « bouches inutiles à nourrir ». Lorsque Celeste l'avait supplié d'acheter au moins son plus jeune enfant, une fille de 10 ans, Aldrich avait ri et lui avait répondu qu'il dirigeait une plantation, pas un orphelinat pour enfants de couleur. Pendant 7 ans, Celeste avait enduré l'humiliation quotidienne de préparer des repas élaborés pour l'homme qui avait détruit sa famille, lui servant des mets coûteux tandis qu'elle survivait de restes et de déchets de cuisine. Elle l'avait observé recevoir des invités en racontant ses succès commerciaux, sachant que sa richesse avait été bâtie sur de l'argent volé et des partenaires assassinés. Elle avait nettoyé le sang sur ses vêtements lorsqu'il rentrait de mystérieuses sorties nocturnes, et elle l'avait vu brûler des documents et des lettres dans la cheminée de la cuisine lors de ses tentatives de plus en plus désespérées pour dissimuler les preuves de ses difficultés financières. Plus important encore, Celeste avait progressivement accumulé une connaissance détaillée des habitudes quotidiennes d'Aldrich, de ses routines personnelles, de ses problèmes de santé et de sa paranoïa croissante face aux menaces potentielles de créanciers et de rivaux commerciaux. Elle savait quels aliments il préférait, quels médicaments il prenait pour ses troubles chroniques de l'estomac et quelles pièces de la maison de plantation il fréquentait le plus souvent. Ces connaissances faisaient d'elle une alliée potentielle idéale pour quiconque cherchait à manipuler ou à nuire à son propriétaire, mais elle la rendait surtout extrêmement précieuse pour les plans de vengeance spécifiques de Philippe et d'Henri. L'approche de Celeste nécessitait une extrême délicatesse. Ni Philippe ni Henri ne pouvaient risquer un contact direct avec une personne réduite en esclavage sur la propriété d'Aldrich, un tel contact étant à la fois légalement dangereux et susceptible d'éveiller les soupçons. Ils utilisèrent donc des intermédiaires, des personnes libres de couleur travaillant sur les marchés de la Nouvelle-Orléans et ayant des raisons légitimes de se rendre occasionnellement dans des plantations rurales. Par leur intermédiaire, ils établirent progressivement une communication avec Celeste, lui offrant d'abord de petites sommes d'argent en échange d'informations sur les activités et les habitudes d'Aldrich. Ce qu'ils découvrirent dépassa toutes leurs attentes. Celeste possédait non seulement une connaissance approfondie des vulnérabilités de son maître, mais elle menait depuis des années sa propre campagne subtile de guerre psychologique contre lui. Elle avait volontairement trop salé sa nourriture pour aggraver ses problèmes d'estomac, cassé accidentellement ses plats et objets personnels favoris, et propager des rumeurs parmi les autres esclaves concernant ses difficultés financières et ses projets potentiels de les vendre pour couvrir ses dettes. Ces actions étaient prudentes et plausiblement niables, conçues pour créer stress et paranoïa sans fournir de preuves claires de sabotage intentionnel. Lorsque Philippe et Henri révélèrent enfin leurs véritables identités et leur plan de destruction d'Aldrich, la réponse de Celeste fut immédiate et sans équivoque. Elle ferait tout ce qui était nécessaire pour aider à détruire l'homme qui avait assassiné leurs proches et ruiné sa propre vie. La seule condition qu'elle posa
fut que sa coopération soit récompensée par la liberté et un passage sécurisé vers le Canada, où elle espérait retrouver ses enfants survivants. Philippe et Henri acceptèrent immédiatement, conscients qu'ils avaient trouvé non seulement un instrument de vengeance, mais une partenaire dont les motivations personnelles s'alignaient parfaitement avec leur propre quête de justice. Les derniers détails de leur plan prirent forme au fil de plusieurs mois de coordination minutieuse. Aldrich serait poussé à la ruine financière totale par une série de pertes aux jeux manipulés et de prêts rappelés, le rendant vulnérable à une offre qu'il ne pourrait refuser. Épouser Céleste lors d'une cérémonie légale ou faire face à une mort immédiate aux mains de ses créanciers. Le mariage détruirait sa position sociale et donnerait à Philippe et Henri un accès légal à ses biens par leur contrôle de son épouse. Plus important encore, il placerait Céleste dans une position lui permettant d'empoisonner lentement Aldrich sur plusieurs mois, le faisant souffrir de la même mort lente et agonisante que celle qu'avaient connue leurs proches assassinés. Mais le plan nécessitait encore un élément crucial, le timing. Il devait s'assurer que l'effondrement financier d'Aldrich coïncide avec une période durant laquelle il serait isolé, incapable de solliciter l'aide des autorités ou de ses relations politiques. L'occasion se présenta au début de l'année 1854, lorsque Henri apprit qu'Aldrich prévoyait de participer à un tournoi de jeux à très hauts enjeux à la Nouvelle-Orléans, espérant gagner suffisamment d'argent pour sauver sa plantation de la saisie. Ce serait le moment idéal pour refermer le piège, lorsqu'Aldrich serait assez désespéré pour accepter n'importe quelle condition lui offrant une chance de survie, aussi humiliante soit-elle. La maison de jeu où Jeremiah Aldrich devait rencontrer son destin était située dans un entrepôt reconverti près du front de mer de la Nouvelle-Orléans, un lieu où les hommes les plus désespérés et les plus dangereux de la ville risquaient tout sur un tirage de cartes ou un lancer de dés. La soirée de février 1854, où Aldrich arriva, était particulièrement lourde et oppressante, un brouillard épais s'élevant du Mississippi pour envelopper les rues d'une brume grise qui semblait étouffer les sons et brouiller les frontières entre la réalité et le cauchemar. Aldrich entra dans la salle en portant une sacoche en cuir contenant 8 000 $, presque tous les actifs liquides qu'il avait réussi à rassembler en vendant des esclaves, du matériel et des biens personnels de la plantation Willowbrook. C'était sa dernière tentative désespérée de gagner assez d'argent pour satisfaire ses créanciers et sauver sa plantation de la saisie. Ce qu'il ignorait, c'est que Philippe Deveau et Henri Rochelle orchestraient soigneusement ce moment depuis des mois, s'assurant que chaque autre joueur à la table de jeu travaillait de concert pour le dépouiller de ce qui lui restait de richesse. Le jeu était du poker fermé à 5 cartes, avec des mises débutant à 500 $ par main et augmentant rapidement au fil de la soirée. Aldrich connut d'abord un succès modéré, remportant suffisamment de petits pots pour croire que la chance tournait enfin en sa faveur. Mais à mesure que les enjeux augmentaient et que l'alcool coulait plus librement, il commença à prendre des risques de plus en plus inconsidérés, poussé par un mélange de désespoir et de fausse confiance nés de ses gains initiaux. À minuit, Aldrich avait déjà perdu plus de la moitié de sa mise, mais il continua de jouer avec l'intensité fébrile d'un homme conscient qu'il s'agissait littéralement de sa dernière chance d'échapper à la ruine totale. Les autres joueurs, suivant scrupuleusement les instructions de Philippe, le laissèrent remporter quelques mains pour le maintenir à la table, tout en augmentant progressivement la pression jusqu'à ce qu'il mise des sommes représentant toute sa fortune restante sur un seul tirage de cartes. La dernière main commença peu après 2 heures du matin, lorsque le brouillard extérieur était devenu si dense que la lumière au gaz des lampadaires pénétrait à peine par les fenêtres de l'entrepôt. Aldrich reçut ce qui semblait être une main forte, une paire de rois apparente avec la possibilité d'un full si les cartes cachées se révélaient favorables. Convaincu que c'était l'instant où il pourrait récupérer ses pertes et peut-être même résoudre définitivement ses problèmes financiers, il poussa ses 3 000 derniers $ au centre de la table. Mais les autres joueurs avaient reçu des mains encore plus fortes. Et surtout, ils coordonnaient leurs mises, afin de s'assurer que le pot final serait suffisamment important pour ruiner totalement Aldrich, tout en lui laissant des dettes bien supérieures à ce qu'il pourrait jamais rembourser. Lorsque les cartes furent enfin révélées, la paire de rois d'Aldrich perdit face à un full détenu par un homme qu'il ne reconnut pas, un étranger au regard froid qui ramassa les gains avec l'efficacité méthodique de quelqu'un qui avait été certain du résultat depuis le début. Alors que la réalité de sa destruction financière totale commençait à s'imposer à lui, Aldrich resta figé devant la table vide,
fixant le tapis sur lequel son dernier espoir venait de s'évaporer. Les autres joueurs étaient déjà partis, mais l'étranger qui avait remporté la dernière main restait assis en face de lui, étudiant Aldrich avec l'intensité d'un scientifique examinant un spécimen intéressant. Après plusieurs minutes de silence oppressant, l'homme parla enfin, sa voix teintée d'un léger accent français qui lui semblait familier sans qu'il puisse immédiatement l'identifier. « Monsieur Aldrich, dit-il, je crois que nous devons discuter de vos obligations en suspens. Voyez-vous, les messieurs qui viennent de partir ne sont pas de simples joueurs. Ils représentent certains intérêts commerciaux qui ont fait preuve d'une grande patience face à vos difficultés financières. Mais la patience, comme la chance, finit toujours par s'épuiser. C'est à ce moment précis que Philippe Deveau sortit de l'ombre près de l'entrée de l'entrepôt. Son visage, éclairé par la lumière vacillante du gaz, révélait une ressemblance troublante avec son frère assassiné. Le sang d'Aldrich se glaça lorsqu'il reconnut les traits qu'il avait vus déformés par la douleur et la trahison 11 ans plus tôt, lorsque Marcus Deveau était mort avec une balle dans la poitrine. « On dirait que vous avez vu un fantôme, Jérémia, » dit Philippe en s'approchant de la table avec une grâce prédatrice. « C'est peut-être le cas. Je m'appelle Philippe Deveau, et je crois que vous connaissiez très bien mon frère aîné, Marcus. En fait, vous avez été la dernière personne à le voir vivant, n'est-ce pas ?» L'entrepôt sembla soudainement glacial, malgré l'air humide de la Louisiane à l'extérieur. Les mains d'Aldrich commencèrent à trembler, tandis que l'ampleur de sa situation devenait évidente. Cela n'avait jamais été un tournoi de jeu ordinaire, ni une chance de sauver sa plantation. C'était un piège élaboré, planifié et exécuté avec une précision méthodique, révélant des années de préparation patiente et une haine sans limite. Henri Rochelle émergea d'un autre coin de l'entrepôt, complétant le triangle d'accusateurs encerclant Aldrich à la table de poker. « Mon père Samuel disait toujours que vous étiez intelligent, monsieur Aldrich. Assez intelligent pour assassiner 2 hommes et voler l'œuvre de toute leur vie, mais apparemment pas assez pour comprendre que les morts laissent parfois derrière eux des fils qui se souviennent des histoires de leur père et n'oublient jamais les assassins de leur père. » L'entrepôt retomba dans le silence, à l'exception du lointain écho des sirènes de navires sur le fleuve enveloppé de brouillard. Aldrich restait paralysé entre ses accusateurs, son esprit cherchant frénétiquement une issue et n'en trouvant aucune. Il était seul dans un bâtiment isolé avec 2 hommes qui avaient passé plus d'une décennie à planifier sa destruction. Et sa ruine financière totale signifiait que personne ne le chercherait s'il disparaissait simplement dans le delta du Mississippi. Philippe tira une chaise et s'assit directement en face d'Aldrich, prenant le temps de s'installer avant de parler à nouveau. « Nous savons tout, Jérémia. Nous connaissons la Delta Trading Company et vos opérations illégales de traite d'esclaves. Nous savons ce qui s'est passé dans l'entrepôt où vous avez assassiné nos pères de sang-froid. Nous savons tout des documents falsifiés, des témoins soudoyés et du pillage systématique de tout ce qu'ils avaient bâti. Plus important encore, nous savons que vous vivez depuis 11 ans de l'argent du sang, construisant votre existence respectable sur les cadavres de nos pères. » Henri s'approcha de l'autre côté de la table, sortant un dossier en cuir rempli de documents qu'il étala comme des pièces à conviction dans une salle d'audience. « Voici des copies de chaque transaction financière que vous avez effectuée depuis 1843, monsieur Aldrich. Des relevés bancaires montrant comment vous avez vidé les comptes de nos pères. Des transferts de propriété prouvant comment vous avez acquis des biens qui auraient dû revenir à leurs héritiers. Et même une correspondance avec certains responsables corrompus qui vous ont aidé à dissimuler vos crimes. Des responsables désormais bien plus préoccupés par leur propre survie que par la vôtre. Les preuves étaient accablantes et indiscutablement authentiques. Aldrich reconnut des documents qu'il croyait détruits depuis des années, des dossiers financiers n'ayant pu être obtenus qu'au terme d'enquêtes approfondies et de pots de vin soigneusement placés, et, plus accablant encore, des déclarations sous serment de témoins ayant observé divers aspects de ces crimes et resté silencieux jusqu'à présent. Philippe et Henri avaient constitué un dossier qui prouverait non seulement sa culpabilité devant n'importe quel tribunal, mais impliquerait également des dizaines de citoyens influents de Louisiane qui l'avaient, sans le savoir, aidé à blanchir sa fortune volée. La question maintenant, poursuivit Philippe, est de savoir ce que nous allons faire de ces informations. Nous pourrions les remettre aux autorités fédérales qui seraient ravis de poursuivre non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous ont aidé à intégrer de l'argent volé dans le système bancaire de la Louisiane. Ou bien nous pourrions faire en sorte que certaines personnes à la Nouvelle-Orléans apprennent que vous vivez sous de faux prétextes depuis plus de 10 ans,
menant une existence bâtie sur le meurtre de leurs associés et amis. Je soupçonne que l'une ou l'autre de ces options entraînerait votre mort, probablement précédée de souffrances considérables. Aldrich finit par retrouver sa voix, bien qu'elle ne soit guère plus qu'un murmure. « Que voulez-vous? De l'argent? Je peux trouver de l'argent. Ma plantation vaut... Votre plantation ne vaut rien, interrompit Henry. Nous détenons l'hypothèque, souvenez-vous, ainsi que la plupart de vos autres dettes. Nous acquérons systématiquement vos obligations depuis des années, monsieur Aldrich. Chaque prêt, chaque dette de jeu, chaque arrangement financier qui vous a maintenu à flot nous appartient désormais. Il ne vous reste rien à offrir, à part votre vie. Et franchement, nous n'avons pas un grand intérêt à la préserver. » L'entrepôt sembla se refroidir davantage à mesure que la portée de leurs paroles s'imposait à lui. Aldrich n'était pas seulement ruiné, il était entièrement à leur merci. « Il existe cependant une alternative, » dit Philippe, adoptant un ton de fausse réflexion. « Une manière pour vous de continuer à respirer, du moins pendant un certain temps. Mais cela exigera de votre part un sacrifice considérable de dignité, une reconnaissance publique de votre véritable nature et une démonstration de votre soumission totale à notre autorité. » Henry sourit avec la satisfaction glaciale d'un homme révélant l'aboutissement de longues années de planification. « Vous allez épouser l'une de vos esclaves, Jeremiah, publiquement, légalement, définitivement. Vous allez vous tenir devant Dieu et la société louisianaise et prendre votre cuisinière, Céleste, pour épouse légitime. Vous vivrez comme son mari, dormirez dans le même lit, et vous présenterez à vos voisins comme un homme ayant choisi d'épouser sa propre propriété. » La suggestion était si grotesque, si totalement en dehors de toutes les normes acceptables de la société louisianaise d'avant-guerre, qu'Aldrich eut d'abord du mal à comprendre ce qu'il entendait. Un mariage entre un propriétaire blanc et une personne réduite en esclavage n'était pas seulement socialement inacceptable. C'était un suicide légal, une annihilation sociale et une humiliation personnelle d'une ampleur telle que la mort paraîtrait miséricordieuse en comparaison. « Vous êtes fou, » murmura Aldrich. « Personne n'accepterait jamais. C'est impossible. Aucun pasteur n'accepterait de célébrer une telle cérémonie. Aucun tribunal ne la reconnaîtrait. »« En réalité, tout est déjà arrangé, » répondit Philippe calmement. « Il y a un ministre dans la paroisse de Natchitoches qui est lourdement endetté auprès de certains établissements de jeu. Il a accepté de célébrer une cérémonie parfaitement légale, dûment attestée et documentée. Quant aux tribunaux, la loi louisianaise est très claire. Les contrats de mariage, une fois légalement conclus, sont contraignants, quelles que soient les circonstances de leur création. » Henry se pencha au-dessus de la table, les yeux brillants d'une satisfaction malveillante. « La beauté de cet arrangement, monsieur Aldrich, c'est qu'il vous offre un choix. Vous pouvez refuser notre offre généreuse et faire face immédiatement aux conséquences de vos crimes, des conséquences impliquant bien plus de souffrances physiques que vous ne pouvez l'imaginer. Ou bien vous pouvez accepter une humiliation temporaire en échange d'une vie prolongée, aussi dégradée soit-elle. » L'entrepôt retomba dans le silence, tandis qu'Aldrich luttait avec cette décision impossible. La mort serait définitive, mais elle préserverait au moins un vestige de sa réputation. Ses voisins se souviendraient peut-être de lui comme d'un homme ruiné par le jeu et de mauvais choix commerciaux, sans jamais connaître la vérité sur ses meurtres. Le mariage avec Céleste, en revanche, détruirait chaque aspect de son identité sociale, tout en le maintenant en vie, pour endurer des années d'humiliation publique et de tourments privés. « Combien de temps ?» demanda-t-il finalement. « Si j'accepte, combien de temps cela durerait-il » Philippe et Henry échangèrent un regard de compréhension et de satisfaction partagée. « Pour le reste de votre vie naturelle, monsieur Aldrich, le mariage est un lien sacré, et compte tenu de votre âge et de vos problèmes de santé apparents, nous soupçonnons que cette vie naturelle pourrait ne pas durer aussi longtemps que vous l'espérez. » L'implication était claire et glaçante. Ils ne lui offrirent pas une humiliation temporaire suivie d'une libération éventuelle. Ils lui offraient une mort lente déguisée en mariage, une torture prolongée destinée à briser son esprit avant de réclamer son corps. Mais l'alternative, une exécution immédiate dans un entrepôt noyé de brouillard, son corps jeté dans le Mississippi, semblait encore pire que tout ce qu'ils avaient prévu pour lui. Après ce qui lui sembla durer des heures, mais qui ne fut sans doute que quelques minutes, Aldrich releva la tête et regarda directement ses bourreaux. « Si j'accepte ce mariage, quelle garantie ai-je que vous ne me tuerez pas quand même ?»« Aucune, » répondit Henry avec une honnêteté brutale. « Mais vous avez notre parole que votre mort, lorsqu'elle surviendra, sera bien plus clémente que ce que nous avions initialement envisagé.
Considérez le mariage comme une occasion de démontrer votre bonne conduite. La docilité sera récompensée par la clémence. La résistance sera punie avec créativité. Philippe sortit alors un document de la poche de son manteau et le posa sur la table, à côté des preuves des crimes d'Aldrich. Il s'agit d'un contrat de mariage dûment rédigé et prêt à recevoir votre signature. La cérémonie est prévue pour demain soir à la plantation Willowbrook, où tous vos voisins et associés professionnels seront invités à assister à votre union volontaire avec Céleste. On leur a dit que vous aviez connu une conversion religieuse et que vous souhaitiez démontrer votre engagement envers la charité chrétienne en élevant l'une de vos esclaves au rang d'épouse. L'humiliation finale résidait dans l'exigence qu'il présente ce mariage comme un choix personnel, un acte volontaire de bienveillance chrétienne, plutôt que la dégradation forcée qu'il représentait en réalité. Ses voisins le considéreraient comme excentrique, peut-être même fou, mais ils croiraient aussi qu'il avait choisi cette voie de son plein gré. Personne ne soupçonnerait qu'il était contraint par les fils vengeurs de partenaires assassinés, car personne d'autre ne savait que Marcus Deveau et Samuel Rochelle avaient jamais existé. Aldrich tendit la main vers le contrat de mariage, les mains tremblant si violemment qu'il avait du mal à maintenir le document immobile. Les termes étaient simples et absolus. Il épouserait Céleste lors d'une cérémonie légale, vivrait avec elle comme mari et femme, et assurerait son bien-être comme celui de toute épouse. En échange, ses créanciers renonceraient à toute action immédiate pour recouvrer ses dettes et lui permettraient de continuer à exploiter la plantation Willowbrook sous leur supervision. En apposant sa signature au bas du contrat qui détruirait sa vie, Aldrich tenta de se convaincre qu'il trouverait peut-être un moyen d'échapper à ce piège une fois qu'il aurait gagné du temps par sa soumission. Peut-être pourrait-il faire appel aux autorités, fuir vers un autre État ou découvrir une faille juridique qui invaliderait le mariage. Mais tandis que ses pensées désespérées traversèrent son esprit, il vit la satisfaction dans les yeux de Philippe et d'Henri. Ils avaient planifié cet instant pendant plus d'une décennie et anticipé toutes les voies d'évasion possibles. « Bienvenue dans la famille, beau-frère », dit Philippe en ramassant le contrat signé. « Nous vous verrons demain soir pour la cérémonie. J'espère que vous serez convenablement vêtus pour une occasion aussi mémorable. » Le matin du 15 mars 1854 se leva sous un ciel gris et oppressant, chargé de lourds nuages menaçant la pluie, et d'un vent humide portant l'odeur de la végétation en décomposition des marais voisins. Aldrich n'avait pas dormi depuis son retour de la Nouvelle-Orléans, passant la nuit à arpenter son bureau et à fixer le contrat de mariage qui représentait la fin de tout ce qu'il avait construit en 15 années passées en Louisiane. Céleste avait été informée de l'arrangement par des intermédiaires, bien qu'elle feignît la surprise lorsque Aldrich tenta maladroitement de lui expliquer la situation au petit déjeuner. Elle écouta son récit balbutiant de difficultés financières et d'obligations sociales avec l'attention patiente qu'un parent accorderait à un enfant confessant une faute mineure. Lorsqu'il eut terminé son explication pathétique, elle se contenta de hocher la tête et dit « Oui, maître Aldrich, je comprends. Je me préparerai pour la cérémonie. » Le calme de son acceptation le terrifia plus que la colère ou la résistance n'auraient pu le faire. Il suggérait un degré de préparation et de coordination, indiquant qu'elle connaissait le plan depuis bien plus longtemps que lui. En la regardant se déplacer avec efficacité dans la cuisine, préparant ce qui serait leur dernier repas en tant que maître et esclave, Aldrich commença à réaliser que ses bourreaux avaient été bien plus minutieux dans leur planification qu'il ne l'avait d'abord imaginé. Tout au long de la journée, voisins et connaissances arrivèrent à Willowbrook, attirés par les invitations envoyées par Philippe et Henri au nom d'Aldrich. On avait dit aux invités qu'ils allaient assister à une remarquable démonstration de charité chrétienne, leurs voisins ayant décidé d'honorer l'une de ses plus fidèles servantes en lui offrant la protection et la dignité du mariage. La plupart s'attendaient à une plaisanterie élaborée ou à la preuve qu'Aldrich avait finalement succombé à l'instabilité mentale que semblaient suggérer ses récents déboires financiers. Ce qu'ils découvrirent fut une cérémonie de mariage parfaitement organisée, avec décoration, rafraîchissement et un marié nerveux paraissant sincèrement engagé dans cette entreprise étrange. Aldrich s'était vêtu de ses plus beaux habits, comme Philippe le lui avait suggéré, et il joua son rôle avec la conviction désespérée d'un homme qui savait que sa survie dépendait d'une performance crédible. Lorsque les invités l'interrogeaient sur sa décision inhabituelle, il répétait l'explication de la conversion religieuse et du devoir chrétien avec une sincérité apparente suffisante pour que la plupart l'acceptent
comme le choix excentrique d'un homme soumis à une pression extrême. Céleste apparut pour la cérémonie vêtue d'une robe simple mais élégante, fournie par quelqu'un pour l'occasion. À 38 ans, elle était effectivement une femme imposante, mais elle se tenait avec une dignité et un sang-froid qui impressionnèrent même les invités les plus sceptiques. Plus importante encore, elle semblait sincèrement heureuse de l'attention et du respect qu'elle recevait, souriant avec grâce à l'Assemblée et remerciant les personnes présentes d'assister à ce qu'elle appelait « le jour le plus important de ma vie ». Le ministre de la paroisse de Natchitoches officia avec une efficacité professionnelle, récitant les vœux traditionnels et demandant les réponses appropriées aux deux époux. Lorsqu'il arriva à la question demandant si quelqu'un avait une objection à formuler, plusieurs invités se déplacèrent avec gêne, mais aucun n'osa contester ce qui semblait être une union légale et volontaire entre adultes consentants. La voix d'Aldrich portait à peine au-delà du premier rang lorsqu'il prononça ses vœux, mais les réponses de Céleste étaient claires et assurées. Elle promit d'aimer, d'honorer et d'obéir à son nouveau mari, avec une conviction telle que la cérémonie en paraissait presque normale, comme si les mariages entre propriétaires de plantations et anciennes esclaves étaient des événements courants dans la société louisianaise. Le moment le plus troublant survint lorsque le ministre les déclara mari et femme et invita Aldrich à embrasser son épouse. Le visage du propriétaire de plantation pâlit, tandis qu'il se penchait pour accomplir cette dernière obligation, et pendant un instant, il sembla sur le point de s'effondrer. Mais Céleste le soutint avec une douceur surprenante, se hissant sur la pointe des pieds pour poser sur ses lèvres un bref baiser chaste qui scella leur union légale et marqua le début de la phase finale de sa destruction. Lorsque les invités se retirèrent, la plupart secouant la tête avec perplexité face à ce qu'ils venèrent de voir, Aldrich se retrouva seul avec sa nouvelle épouse dans la maison de plantation qui avait autrefois symbolisé son intégration réussie dans la société louisianaise. Le bâtiment lui parut soudain étranger et menaçant, comme si la cérémonie de mariage avait transformé des pièces familières en espaces hostiles où il n'avait plus sa place. Céleste se déplaçait dans la maison avec l'assurance de quelqu'un qui savait que le rapport de force avait définitivement changé. Elle commença à réorganiser les meubles et les effets personnels avec une autorité décontractée, apportant des modifications soulignant son nouveau statut de maîtresse de maison. Lorsqu'Aldrich tenta de protester contre l'une de ses décisions, elle le fixa d'un regard chargé d'années de haine accumulée et dit doucement « Nous sommes mariés maintenant, Jeremiah, mari et femme, des partenaires. Je crois qu'il est temps que nous commencions à agir comme tels, tu ne crois pas ?» Cette première nuit, alors qu'il reposait dans le même lit qui avait autrefois été son sanctuaire privé, Aldrich comprit que ses bourreaux avaient conçu un châtiment bien plus sophistiqué qu'une simple mort. Ils l'avaient piégé dans un rappel quotidien de son impuissance, l'entourant de la présence constante de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il avait fait et exactement ce qu'il méritait. Chaque repas qu'elle cuisinerait, chaque mot qu'elle prononcerait, chaque geste d'affection apparente serait un rappel calculé que sa vie confortable avait été bâtie sur le sang et le vol. Mais la véritable horreur restait à venir. Comme Aldrich allait bientôt le découvrir, le mariage n'était pas l'aboutissement de la vengeance de Philippe et d'Henri. Ce n'était que le début d'une destruction lente et méthodique qui rendrait ses derniers instants dans l'entrepôt presque clément en comparaison. Le premier mois de mariage passa avec une normalité trompeuse, Céleste s'installant dans son nouveau rôle avec une efficacité qui impressionna même les derniers voisins d'Aldrich. Elle gérait le personnel domestique avec fermeté, recevait les rares visiteurs encore disposés à se rendre à Willowbrook et maintenait les apparences sociales permettant à son mari de conserver un semblant de respectabilité. Aux yeux des observateurs extérieurs, ce mariage improbable semblait fonctionner aussi bien que n'importe quelle union conventionnelle dans la Louisiane rurale. Mais Aldrich commençait à remarquer de subtils changements dans sa routine quotidienne qui l'emplissait d'une inquiétude croissante. Son café du matin avait acquis un arrière-goût légèrement amer qu'il ne parvenait pas à identifier. Ses repas du soir, pourtant préparés avec le même soin qu'autrefois, le laissaient nauséeux et inhabituellement fatigué. Plus troublant encore, il souffrait de maux de tête et d'épisodes de vertige qui semblaient s'aggraver lorsqu'il passait du temps prolongé en compagnie de son épouse. D'abord, il attribua ces symptômes au stress et au poids émotionnel de sa situation dégradée. Mais au fil des semaines, tandis que son état empirait progressivement, Aldrich commença à soupçonner une cause plus délibérée. Ses craintes furent confirmées lors d'une visite du docteur Hamilton Warren, le médecin attitré de Willowbrook,
venu l'examiner après qu'il s'était effondré lors d'une réunion d'affaires avec de potentiels acheteurs de coton. L'examen préliminaire révéla des symptômes compatibles avec un empoisonnement chronique, notamment une accumulation progressive de substances toxiques, détruisant lentement son système digestif et nerveux. « Votre état est très grave, monsieur Aldrich », expliqua le docteur Warren. « Les symptômes suggèrent une exposition prolongée à l'arsenic ou à un poison métallique similaire. Sans traitement immédiat et sans élimination de la source de contamination, l'issue est invariablement fatale. » Ce diagnostic confirma les pires craintes d'Aldrich quant aux véritables intentions de son épouse. Celeste le tuait méthodiquement, avec la même patience que Philippe et Henri avaient utilisée pour détruire ses finances et sa position sociale. La confronter directement serait à la fois dangereux et inutile. Elle était protégée par son statut légal d'épouse, par son apparente innocence, et surtout par ses liens avec les deux hommes qui contrôlaient chaque aspect de son existence. Aldrich prit donc des mesures élaborées pour se protéger. Il commença à préparer ses propres repas en secret, à éviter toute boisson qu'elle avait touchée et à dormir dans une chambre verrouillée. Ces précautions soulagèrent temporairement ses symptômes, mais renforcèrent aussi l'image d'un homme sombrant dans la paranoïa. Celeste exploita cette perception avec un talent magistral, se montrant comme une épouse inquiète et dévouée, tandis que les actions défensives d'Aldrich passaient pour des signes de délire. Au printemps 1854, Aldrich se retrouva piégé dans un cauchemar où sa compréhension lucide de sa situation était devenue la preuve de sa propre folie. Il était lentement assassiné par une femme à laquelle il était légalement lié, tandis que chaque tentative pour se protéger ou demander de l'aide était interprétée comme un symptôme de démence. La vérité lui fut révélée lors d'un dîner organisé par Celeste pour célébrer leurs 3 mois de mariage. Devant leurs invités, elle lui servit un vin spécial. Lorsqu'il but, les effets furent immédiats et violents. Alors qu'il agonisait sur le sol de sa salle à manger, Celeste se pencha vers lui et murmura « Marcus Deveau était mon cousin. Samuel Rochelle était mon oncle par alliance. Je travaille avec Philippe et Henri depuis 1845. J'ai attendu ce moment pendant des années pour te regarder mourir comme tu les as fait mourir. Lentement, douloureusement, et totalement seul. » Alors que sa vision s'assombrissait et que son souffle devenait de plus en plus faible, Aldrich entendait encore Celeste supplier le médecin et implorer Dieu devant les invités, la performance finale d'une vengeance parfaite. Les autres invités offraient réconfort et soutien, totalement convaincus d'assister à un accident tragique plutôt qu'à l'aboutissement d'une quête de vengeance menée pendant 11 ans. Jeremiah Aldrich mourut à 21h47, le 18 juin 1854, entouré de voisins qui, croyant qu'il avait succombé à une attaque ou à une crise cardiaque provoquée par des mois d'instabilité mentale et de santé déclinante. Le docteur Warren inscrivit comme cause officielle du décès des causes naturelles associées à un épuisement nerveux prolongé, un diagnostic qui satisfit tout le monde, à l'exception de Philippe Deveau et d'Henri Rochelle, qui savaient exactement ce qui l'avait tué et pourquoi. Les funérailles furent très suivies, Celeste jouant le rôle de la veuve éplorée avec une conviction telle que plusieurs dames influentes des plantations voisines lui proposèrent leur aide pour gérer la plantation Willowbrook durant sa période de deuil. Personne ne soupçonnait que la femme en larmes au bord de la tombe célébrait en réalité l'aboutissement réussi du complot de meurtre le plus élaboré de l'histoire de la Louisiane. Mais l'histoire ne s'acheva pas avec la mort d'Aldrich. Philippe et Henri avaient prévu toutes les éventualités, y compris la gestion de ses biens et le sort de sa veuve. En tant qu'héritière légale d'Aldrich, Celeste hérita de la plantation Willowbrook, ainsi que de toutes ses dettes et obligations. Des dettes qui, comme ils le lui rappelèrent rapidement, leur étaient désormais dues en tant que représentants de diverses institutions financières. Moins d'1 mois après les funérailles, Celeste signa des documents transférant la propriété de la plantation à Philippe et Henri en échange de l'effacement des dettes restantes. Elle disparut ensuite totalement de la Louisiane, se dirigeant vraisemblablement vers le nord, avec suffisamment d'argent pour commencer une nouvelle vie en tant que femme libre, dans un lieu où personne ne connaissait son passé d'esclave, ni son rôle dans un meurtre. Les archives officielles concernant la mort de Jeremiah Aldrich et le transfert ultérieur de la plantation Willowbrook ne suscitèrent aucun soupçon parmi les autorités louisianaises, occupées par des préoccupations bien plus urgentes, alors que la nation se dirigeait inexorablement vers la guerre civile. L'histoire du propriétaire de plantation ayant épousé son esclave avant de mourir de cause naturelle
devint une simple note de bas de page dans l'histoire locale, parfois évoquée comme un exemple du comportement excentrique que le stress financier pouvait provoquer chez des hommes par ailleurs respectables. Mais dans certaines familles de la Nouvelle-Orléans et des paroisses environnantes, une autre version de l'histoire circula discrètement pendant des générations. Cette version parlait d'une conspiration si patiente et si méticuleuse qu'il lui avait fallu 11 ans pour arriver à son terme, d'une justice si parfaitement calibrée que la punition avait égalé le crime tant par sa durée que par la souffrance infligée. Surtout, elle servait d'avertissement quant au danger de trahir des partenaires commerciaux, en particulier lorsque ces partenaires avaient des proches suffisamment intelligents et impitoyables pour consacrer une décennie entière à planifier la vengeance parfaite. Philippe Desvaux et Henri Rochelle avaient accompli quelque chose de remarquable dans le contexte de la société sudiste d'avant-guerre. Ils avaient mené à terme une affaire de meurtre qu'aucun tribunal n'aurait osé examiner, exécuté une condamnation à mort qu'aucun juge n'aurait prononcée, et accompli le tout par des méthodes ne laissant aucune preuve de leur implication. Leur succès avait exigé patience, intelligence, ressources financières et surtout une compréhension totale du fonctionnement réel des systèmes sociaux et juridiques de la Louisiane. La transformation de la plantation Willowbrook après la mort d'Aldrich constitua la preuve finale de la minutie avec laquelle Philippe et Henri avaient planifié leur vengeance. Plutôt que de vendre la propriété à des fins lucratives, ils la transformèrent en refuge pour esclaves affranchis et fugitifs, créant précisément le type d'institution humanitaire qui aurait horrifié l'homme ayant bâti sa fortune sur la traite des êtres humains. La maison de plantation, autrefois lieu de réception de l'élite louisianaise, devint une station du chemin de fer clandestin, aidant des personnes réduites en esclavage à atteindre la liberté dans les États du Nord et au Canada. Cette transformation n'était pas seulement symboliquement appropriée, elle était aussi pratiquement invisible aux yeux des autorités locales. Les relations commerciales légitimes de Philippe et Henri servaient de couverture aux activités inhabituelles de Willowbrook. Leur réputation d'hommes d'affaires respectables détournait les soupçons de quiconque aurait pu s'interroger sur la nouvelle vocation de la plantation, tandis qu'ils utilisaient de la propriété même de leur ennemi pour poursuivre le combat contre l'institution qui l'avait enrichi, transformant son héritage en arme contre tout ce qu'il avait représenté. Mais l'aspect peut-être le plus remarquable de leur vengeance fut la manière dont elle effaça presque totalement Jeremiah Aldrich de l'histoire. Contrairement aux victimes de meurtres plus conventionnels, qui obtiennent au moins une reconnaissance en tant que victimes de crimes, Aldrich fut méthodiquement supprimé de l'existence. Sa richesse fut redistribuée aux familles de ses victimes. Sa propriété fut reconvertie à des fins directement opposées à ses valeurs. Sa réputation fut détruite par ses propres actes plutôt que par une révélation posthume de ses crimes. Et surtout, les circonstances de sa mort furent conçues de manière à ce que personne ne se souvienne de lui autrement que comme d'un propriétaire ruiné ayant pris de mauvaises décisions financières et contracté un mariage insensé. Il n'y aurait aucun monument à sa mémoire, aucune lignée familiale pour préserver son nom, et aucun registre historique relatant ses véritables actes ou ses crimes. Il avait été effacé de l'histoire de la Louisiane aussi complètement que s'il n'avait jamais existé. Cette histoire nous montre que la justice opère parfois en dehors des cadres des institutions légales, en particulier dans des sociétés où ces institutions sont conçues pour protéger les puissants au détriment des vulnérables. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que toute la vérité a été révélée? Laissez votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez apprécié ce récit et souhaitez découvrir d'autres histoires d'horreur de ce genre, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères. À bientôt dans la prochaine vidéo.